Donc voilà, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter nos résultats récents qu'on a générés dans l'étude du développement d'un syndrome autistique suite à une exposition périnatale à un régime alimentaire déséquilibré, et en particulier le rôle de la neuroinflammation dans le développement des phénotypes de nos animaux. Donc, comme vous le savez, le régime alimentaire de la mère joue un rôle essentiel dans le statut métabolique et la santé mentale de l'enfant. Un régime alimentaire à base de nourriture transformée qui sont très riches en graisse et en sucre, qu'on appelle souvent le western diet, a un impact négatif sur la dysbiose du microbiote intestinal, l'inflammation, mais également les troubles métaboliques, également les altérations comportementales. L'obésité maternelle est également un facteur de risque majeur pour le développement de pathologies neurodéveloppementales du fœtus. En particulier, il a été montré que les enfants qui sont nés de mères obèses ont plus de risques de développer de l'obésité, des troubles alimentaires, des désordres métaboliques, mais aussi des troubles neurodéveloppementaux. En particulier, une augmentation du facteur de risque de développer de l'hyperactivité et des troubles de l'attention d'environ 50%. Et ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui dans le cadre de cette audience, c'est une augmentation du risque d'environ 70% de développer un trouble du spectre de l'autisme. Donc chez Rongeur, parce que mon travail chez Rongeur, il a également été montré qu'une exposition précoce à un régime maternel déséquilibré peut conduire à des désordres métaboliques et physiologiques dans la progéniture, mais également des désordres comportementaux, comme on peut y voir une hyperactivité, une diminution de la sociabilité, de l'anxiété, et également des déficits cognitifs. Malheureusement, ces variables, les effets comportementaux sont vraiment variables en fonction des modèles, et comme on peut le voir chez la souris, on est capable d'induire une alimentation déséquilibrée en utilisant différents types de régimes alimentaires. Donc nous, au laboratoire, pour cette étude, on a utilisé un régime de type cafétéria diet que je vais vous présenter dans la diapositive suivante, et on a exposé des mères à ce régime, et on a étudié des mères gestantes à ce régime, on a étudié la descendance s'il développe un phénotype autistique, et on a aussi étudié l'application du microbiote intestinal, du système de récompense et aussi de l'inflammation. Donc, on a étudié l'effet de l'exposition in utero et périnatale à un régime de type cafétéria diet. Donc, dans ce régime, on a élevé nos souris avec de l'aliment de laboratoire standard, et on leur a proposé tous les jours 3 aliments différents, un salé, un sucré, et ces aliments viennent de l'alimentation humaine. C'est des snacks qu'on peut trouver classiquement, qu'on peut manger classiquement entre 2 repas. Et donc on a exposé nos animaux comme on peut voir ici, en plus de la nourriture standard, à des chips, du chocolat, des saucissons, du fromage, donc plein de nourriture transformée issue de l'alimentation humaine. Donc on avait une quinzaine de snacks qu'on faisait varier tous les jours chez les animaux. Donc on a commencé, donc le deuxième groupe qu'on avait, c'était un groupe d'animaux contrôle qui ont été élevés avec une alimentation de laboratoire standard. Donc on a commencé l'exposition des animaux une semaine avant de les mettre en accouplement, et on a arrêté cette alimentation déséquilibrée au moment du sevrage des petits. Et donc on a étudié 2 fenêtres temporelles, le phénotype des animaux, durant un phénotypage précoce pendant les 3 premières semaines de la vie. Et également, on a voulu étudier l'impact de cette exposition très précoce au cours de la vie sur le phénotype des animaux à l'âge adulte. Donc, pour faire simple, on a pu mettre en évidence que les souriceaux qui étaient exposés à une alimentation riche pendant la période prénatale présentent un développement plus rapide. Donc si on regarde ici les barres en vert, vous pouvez voir que les animaux, c'est les barres bleues, pardon, que les animaux exposés à un régime de type cafétéria ont décollé les oreilles beaucoup plus rapidement, ils ont ouvert les yeux plus rapidement, et ils ont acquis l'activité ambulatoire également plus rapidement que des animaux qui ont été exposés à une alimentation de type standard. On a également évalué le comportement social de ces animaux à 23 jours post-natal, juste avant de sevrer les animaux. Et donc, dans le test d'interaction sociale directe, donc c'est dans ce test, on met 2 animaux ensemble et on mesure les contacts sociaux. Et un des contacts sociaux qu'on mesure le plus chez la souris, c'est les contacts du nez. Donc, l'exploration du congénère
par le nez. Et donc on a pu mettre en évidence que des animaux qui ont été exposés à un régime de type cafétéria font moins de contact social que des animaux contrôle, et qualitativement, la qualité de ces interactions sociales est diminuée parce qu'on voit que la durée moyenne d'un contact du nez est diminuée. De manière intéressante, on a aussi pu mettre en évidence que ces animaux présentent une anxiété exacerbée dans le test de l'exploration d'un open field. Elles passent moins de temps au centre dans un environnement qui leur fait peur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'âge adulte? On a pu mettre en évidence, toujours dans ce même test d'interaction sociale directe, un déficit de sociabilité, avec cette diminution du nombre de contacts du nez, et surtout, ce qui est important pour nous, une diminution de l'exploration moyenne de ces contacts. On a ensuite fait un test de préférence sociale, donc le test des 3 chambres, où on a demandé à la souris si elle préfère interagir avec un congénère ou avec un jouet en peluche, et de manière intéressante, on a vu que les souris qui ont été exposées à un régime de type cafétéria diet préfèrent interagir avec le jouet comparé à la souris vivante, au contraire d'une souris classique qui préfère interagir avec un congénère plutôt qu'une souris inanimée en peluche. On a également évalué la sphère des comportements stéréotypés chez les animaux, et on a pu mettre en évidence que les animaux exposés à un régime de type cafétéria présentent des comportements stéréotypés. Elles enterrent plus de billes, elles font plus d'ébrouements et elles font des circuits. Donc elles tournent sur elles-mêmes, ce qui n'est pas un comportement qui est attendu normalement chez un rongeur. Et de manière aussi intéressante, on a pu mettre en évidence que ces souris, à l'âge adulte, exposées à un régime de type cafétéria, présentent une hyperactivité motrice. Enfin, dans ce test-là, on n'a pas pu mettre en évidence une augmentation de l'anxiété. Donc, ensuite, on a généré de nouveau une cohorte expérimentale, même procédé. On expose nos animaux à un régime de type cafétéria ou une nourriture contrôle. À la naissance des petits AP1, on a prélevé les cerveaux des animaux et on a dosé, en collaboration avec Laetitia Davidovic-Canis, les cytokines pro-inflammatoires dans le cerveau des bébés. Et qu'est-ce qu'on a mis en évidence? On a mis en évidence que ce régime, durant la période gestationnelle, conduit à une augmentation du nombre de cytokines pro-inflammatoires dans le cerveau des animaux. Donc on a mis en place l'hypothèse que le phénotype de nos animaux pourrait être lié à une inflammation, une neuroinflammation. Donc avec le soutien d'Exact, on a pu démarrer ce projet qui était d'étudier le rôle de la neuroinflammation dans les altérations comportementales des animaux exposés à une nourriture de type cafétéria diet. Donc même schéma expérimentaux, un groupe d'animaux qui était exposé au cafétéria diet, un groupe d'animaux exposés contrôle, et on les a exposés avec un anti-inflammatoire ou pas. Et l'anti-inflammatoire qu'on a choisi, c'est la corticostérone à la dose de 0,3 mg/kg. Et pourquoi on a choisi cet anti-inflammatoire? Parce que c'est le seul anti-inflammatoire qui peut être donné de manière chronique chez la femme enceinte. Donc, même paradigme expérimental, on a commencé les 2 traitements une semaine avant la mise en accouplement. On a phénotypé les bébés précocement et on a regardé le résultat à l'âge adulte. Donc en termes maintenant de développement précoce, donc on a pu mettre en évidence qu'un traitement chronique, un anti-inflammatoire, a permis de normaliser cette accélération de développement chez les souris. Donc maintenant c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Les animaux exposés, cafétéria diet exposés à la corticostérone ont décollé les oreilles à peu près normalement, ouvert les yeux aussi, et pareil pour l'activité ambulatoire. Notre gold standard, c'est toujours, comme je vous disais, c'est l'interaction sociale. À P23, on a pu mettre en évidence que la corticostérone n'était pas capable de modifier le nombre de contacts du nez des animaux exposés au cafétéria diet. Par contre, on a complètement normalisé la qualité de ces interactions sociales. Donc la durée moyenne d'une interaction sociale a été complètement normalisée. Donc sur ce point de vue-là, on a eu un effet bénéfique de l'anti-inflammatoire. Par contre, ce qui a été relativement surprenant, on a pu mettre en évidence que chez les animaux contrôle, qui avaient de la nourriture standard de laboratoire, l'effet de l'anti-inflammatoire a complètement altéré les compétences sociales des animaux. Après, le deuxième point qu'on a étudié, c'est aussi l'hyperactivité motrice. Et oui, la corticostérone a été capable de normaliser l'hyperactivité motrice qu'on avait mesurée chez ces animaux. Et on n'a de nouveau pas eu d'effet sur l'anxiété. Donc maintenant, on a regardé ce qui s'est passé à l'âge adulte chez ces animaux. Et donc,
ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'un effet anti-inflammatoire durant la période gestationnelle et durant la petite enfance a permis de normaliser les comportements stéréotypés des animaux. On a vu moins d'enterrement de billes chez les animaux traités au régime de type cafétéria, moins de stéréotypes motrices, et ainsi on a restauré une activité motrice normale. Par contre, concernant la sphère sociale, on n'a plus été en mesure de voir un effet bénéfique du traitement anti-inflammatoire chez les animaux traités au cafétéria Layet. Le seul effet bénéfique qu'on a mis en évidence, c'est ce paramètre-là, c'est des toilettages après contact social. Donc si un contact social pour une souris est désagréable et qu'elle ne veut plus subir ce contact social, elle adopte un comportement égocentré où elle se met spontanément à se toiletter. Donc ça c'est pour le rongeur, c'est un signe de retrait social. Et la corticostérone a permis de normaliser ce paramètre-là. Par contre, de nouveau, comme on a vu durant la période précoce, un traitement en corticostérone chez des souris qui ont un régime alimentaire normal a été délétère sur le point de vue du comportement social. Donc, pour conclure un peu sur cette partie, on a montré que l'exposition à un régime précoce, exposition précoce à un régime de type cafétéria Layet induit un développement précoce des animaux et une diminution de leur habilité sociale tout en ayant une hyperactivité. Une fois adultes, les souris qui ont été exposées à ce régime CAF, ils ont toujours présenté ce déficit de comportement social qui est associé à des stéréotypes moteurs qui sont évocateurs d'un syndrome autistique. Et en plus, ce syndrome autistique est associé à une hyperactivité motrice. Donc, qu'a fait l'anti-inflammatoire ? L'anti-inflammatoire dans les stages précoces a permis de normaliser le développement accéléré des souriceaux qu'on a mis en évidence et de réduire l'hyperactivité motrice. Par contre, à l'âge adulte, les effets sur le comportement social se sont estompés, mais on a toujours maintenu un effet bénéfique du traitement sur les stéréotypes motrices et sur l'hyperactivité. Par contre, aucun effet sur l'anxiété. Et donc, je tiens juste de nouveau à rappeler que le traitement anti-inflammatoire n'a pas été bénéfique du tout, n'est pas neutre du tout sur des souris contrôle aux différents stades du développement qu'on a utilisé. Donc vous voyez que l'effet de la neuroinflammation n'explique pas l'ensemble du phénotype de nos animaux. Donc pour faire rapidement, on a exploré d'autres pistes. On sait que les aliments transformés sont riches en graisse et riches en sucre et peuvent modifier la composition du microbiote intestinal. Donc on a étudié le microbiote intestinal chez ces animaux, on a montré qu'il était modifié, qu'il y avait une dysbiose. On a fait des expériences de transfert de flore et on a pu restaurer certains comportements et induire certains comportements. Donc oui, le microbiote intestinal est bien impliqué dans le comportement des animaux, dans le phénotype des animaux exposés à un régime de type cafétéria. Ensuite, les aliments transformés sont capables d'induire une addiction, comme on a pu le voir précédemment, et en altérant le circuit de la récompense. Donc, on a étudié par des études de transcriptomique plusieurs régions du cerveau et on a pu mettre en évidence des modifications d'expression de gènes dans ces régions impliquées dans le circuit de la récompense. Et là, on est en train de développer un travail de séquençage en cellules uniques dans une région clé du contrôle du circuit de la récompense qui est le noyau accumbens. Et donc oui, le circuit de la récompense est également impliqué dans le phénotype de nos animaux. Donc voilà, pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, en particulier aussi Julie Numéraire avec qui on anime le groupe déficit de récompense, GPCR et sociabilité au sein d'Ibrain, Pauline Magano et Agathe Brugo qui ont participé au Manip Cafétéria Layet, et aussi Mélanie Morin qui a réalisé tout le travail sur les anti-inflammatoires et qui a été financé par Exact. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ces travaux qui sont impressionnants, je trouve, et vraiment passionnants. Merci. Pour un clinicien, je peux vous dire que ça lève plein de questions. Oui. Et déjà, je me permets, parce que les régimes, ils ont quand même beaucoup mangé. Parce que ce qui est très surprenant, parce que quand j'ai lu le résumé, Oui. je me suis dit, quand même, l'effet inflammatoire, ça va être très variable. En fait, vous n'avez pas une marge importante d'étalement des valeurs. Il reste très reproductible, en particulier tout ce qui est dans la sphère sociale.
On a très peu de variabilité. Et sur les dosages des molécules. Des molécules, on l'a vu dans l'autre boisson, donc on a malheureusement pas pu contrôler, on avait plusieurs femelles par cage, on n'a pas pu contrôler la prise d'anti-inflammatoires des femelles au cours du... Et ce que je veux dire, c'est que la mesure des marqueurs d'inflammation suite au régime, chez les descendants, elle est quand même assez impressionnante. Parce que vous savez, c'est très reproductible. C'est très reproductible, oui. Et ce qui est intéressant, juste parce que en fait, votre modèle, il correspond plus... Alors, je comprends que vous n'avez pas utilisé le high fight, high diet, parce que ça donne des diabètes. Donc, des diabètes, et on voulait être relativement transactionnel. Personne ne boit 1 litre d'huile le matin ou mange une tablette de beurre. Donc on voulait avoir un modèle un tout petit peu plus écologique qui mime ce qui se passe en clinique humaine, où on tourne le repas, on va manger un Mars, on va taper dans le saucisson dans le frigo, ou boire. Le morceau de fromage, c'est pas si mal. Hein. Ouais, avec modération. Oui, et en fait, juste, du coup, est-ce que c'est les souris, étaient diabétiques ou non? On n'a pas mesuré le diabète, mais on a regardé la prise alimentaire, et non, il n'y avait pas de différence dans le poids des animaux exposés au cafétéria diet ou exposés à une nourriture standard. Elle n'avait pas pris plus de poids. Plus de poids. Ça, c'est intéressant. Donc on s'est mis dans un modèle où non, il n'y avait pas beaucoup de prise de poids. Par contre, les portées étaient un peu plus grosses. Le poids des bébés était plus gros à la naissance. Donc il y avait quand même un effet pas mesuré, pas pour l'instant. Non, pour être tout à fait précis avec vous, on a les échantillons, on a fait des prélèvements et il faut qu'on génotype par PCR le sexe des bébés. Et non, on a fait suivi longitudinal. Non, il n'y a pas de différence, non, pour sûr. C'est vrai que l'effet de l'obésité maternelle, en tout cas, est différent chez les filles et les garçons. En clinique humaine, on le voit. Hein. Donc, c'est important, je pense, toujours de faire une analyse par sexe des animaux. Oui, on a un effectif qui est relativement assez conséquent pour faire l'analyse par sexe. Et à première vue, on n'a pas vu d'analyse sexe dépendant. Aussi, il y a des analyses qui dépendent du sexe, on les retrouve aussi chez les contrôles. Donc, on n'a pas d'effet sexe, alimentation chez ces animaux. Une question au fond. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure, le sevrage, en fait, c'est à 3 semaines. 3 semaines, oui. Ça correspond à quel âge, du coup, pour nous, humains, entre guillemets? Parce que du coup, on revient à la question de tout à l'heure, finalement, on les a exposés, mais bien au-delà de la naissance. Est-ce qu'on ne les rend pas addicts? Non, ils ont commencé à manger de la nourriture tout seuls, on va dire 1 semaine avant d'être sevrés. Donc pendant les 2 semaines... Vas-y. Bon, après, c'est très difficile de transférer l'âge. Ouais. Non, mais on est d'accord. Mais... On peut déjà dire que la première semaine de vie de la souris, ça correspond au 3e trimestre de grossesse chez l'homme. Donc 1 semaine, les bébés d'1 semaine, ils sont encore dans l'utérus chez l'humain. C'est des bébés qui naissent très prématurés chez la souris. Et après, ils sont sevrés à 3 semaines, mais du coup, ça va faire... C'est très difficile de... On ne peut pas faire... Enfin, je trouve qu'il ne faut pas faire de relation. Non, c'est diversification alimentaire. Ouais, parce que... Et en particulier, bon là c'est un autre sujet, mais on n'aura pas le temps, c'est l'utilisation des corticoïdes, j'ai bien compris, c'est les corticoïdes. Vous les avez utilisés tout le temps de la gestation? Oui, on a commencé 1 semaine en même temps que le régime alimentaire. Voilà. Et donc, ça serait intéressant de voir aussi, par exemple, il y a des études sur l'effet des corticoïdes sur le cerveau de la souris comparé pour discuter si nous, néonatologistes, on peut utiliser les corticoïdes chez le préma ou même en anténatal. Je pense que clairement, on peut vraiment pas constater sur ce sujet les résultats des modèles animaux chez l'humain, donc il faut être très prudent. Je suis d'accord avec votre remarque. Ils naissent plutôt, j'allais dire, en termes de maturation que l'humain, mais on ne peut pas faire de parallèle formel. Je pense que ça se passe. Non, c'est... de diversification alimentaire, peut-être quelque chose qui arrive à peu près vers 6 mois pour un humain. 4 à 6 mois, oui. Ouais, entre 4 et 6, en fonction. Donc, c'est très différent. Je crois qu'on est obligé d'arrêter parce que donc vous pourrez continuer la discussion, c'est la pause, c'est ça? Oui, voilà. Alors, du coup, merci en tout cas. Merci beaucoup.